Dany le Rouge n'est toujours pas en prison, Brigitte Macron est toujours présidente de la France, les écolos sont définitivement des enfants gâtés, il est l'heure du 85e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quel plaisir de se retrouver en cette nouvelle semaine pour le nouvel épisode de votre émission politique sur Juste Milieu. Vous le savez, c'est le RDV. Il y avait Interville à une époque, maintenant c'est La Farce Tranquille. Bon, j'ai une gueule de vachette, tu me diras, mais voilà, comme ça ne dépaysera pas les plus passionnés. Mais avant de découvrir ce nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Juste Milieu si ça n'est pas encore fait, je compte sur vous. Ah là, on atteint des records, peut-être 400 000 à la fin d'année 2023, c'est complètement fou. Et puis vous pouvez aussi, si vraiment vous êtes des gloutons de la vie, vous pouvez mettre le pouce sur la vidéo. Et cette semaine, le petit cadeau, la petite surprise, vous le savez, on aime bien faire ça chez Juste Milieu, c'est le quiz 2022 qui vient de sortir pour voir les bons élèves, ceux qui ont bien suivi justement La Farce Tranquille. Quiz 2022, 20 questions, 20 points. Allez-vous avoir le bon score? N'hésitez pas à dire en commentaire votre score. Le lien est dans la description de la vidéo pour participer. Attention, aux mauvais élèves, je punis. Et puis par contre, on va commencer comme d'hab, vous le savez, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. La semaine dernière, pas de sondage, c'était la pétition, le mouvement populaire contre la réforme des retraites. Alors grand retour du sondage dans La Farce Tranquille. Et cette semaine, ce sondage porte sur les gilets jaunes, le retour des gilets jaunes. Êtes-vous pour ou contre, alors qu'on sait que les manifestations les mobilisations même contre la réforme des retraites vont commencer à swinguer dès demain, le 19 janvier. On est le 18 au moment où je te parle, sur le plan calendaire. Donc on sait que ça va commencer à chier des bulles carrées. Potentiellement, il y aura beaucoup de gilets jaunes de sortie. Est-ce que vous, à titre individuel, vous êtes pour ou contre? Résultat, la semaine prochaine. Et on va attaquer avec un petit peu le contexte général de l'actualité des 7 derniers jours écoulés, avec un personnage que je n'apprécie pas franchement, mais qui a repointé le bout de son pif. C'est Daniel Cohn-Bendit, vous le savez, Dany le Rouge, qui lançait des pavés pour aujourd'hui lancer des fleurs au grand capitalisme incarné par Emmanuel Macron. Quelle trajectoire! Et il revient pour nous vendre un livre à la con, où cette fois il ne fait pas d'aveu sur la pédocriminalité, mais on va y revenir. Il était notamment dans C'est à vous, plus déconnecté que jamais. C'était le 12 janvier, avec une vieille rengaine sur l'immigration. Je voulais commencer avec ça parce que ça fait plaisir. C'est du complotisme, ça, en quelque sorte. Mais oui, il fait du complotisme. La même chose, Marine Le Pen. Aujourd'hui, la France a besoin d'immigration. L'Allemagne a besoin d'immigration. Les États-Unis ont besoin d'immigration. Et je voulais aussi vous en parler parce qu'il faut quand même encore un petit peu de courage aujourd'hui dans les médias pour dire qui est Daniel Cohn-Bendit, qu'a-t-il fait par le passé. Et je voulais tirer ma casquette à maître Gilles-William Goldnadel, avec qui je ne suis pas tout le temps d'accord, mais j'apprécie quand même la personne qui, pour le coup, a été l'un des rares à souligner ce qu'on peut tout à fait légitimement reprocher à Daniel Cohn-Bendit à l'heure où la France se dit se battre contre les violences faites aux enfants, faites aux mineurs. Donc c'est important, petit extrait, c'était sur CNews il y a quelques jours. Quelqu'un qui a fait l'éloge de la pédophilie. Donc ça fait... Oui, ça c'est bon. Pourquoi c'est bon? C'est quelqu'un, je répète, c'est quelqu'un qui a fait l'éloge de la pédophilie. Bon. Pardonnez de ne pas prendre... Même M. François Bayrou s'était excusé après. Non mais pardonnez de ne pas prendre les propos de Daniel Cohn-Bendit avec un sérieux particulier. Oui, parce que c'est vrai que c'est important de rappeler quand même, parce qu'au-delà de ces actes gravissimes pour lesquels Daniel Cohn-Bendit n'a jamais été condamné, il continue à dire n'importe quoi. Ouais, j'ai vu, il y en a qui avaient le sourire, qui ont dit « Tiens, vas-y, installe-toi dans le canapé, fais-moi des toasts de mousse de canard, il y a La Farce Tranquille qui va commencer. » Non, vous êtes trop détendu. Voilà, parce que pour Daniel Cohn-Bendit, Laurent Berger... C'est qui, lui? Non, alors, Laurent Berger, c'est le patron du syndicat de la CFDT. Voilà. Non, c'est pas le sosie meusien de Michel Berger. Non, c'est un taulier du syndicalisme. Et pour Daniel Cohn-Bendit, ce monsieur est le Lula français. La question qui va se poser à Laurent Berger, vous voulez que je vous le dise dans un an? Pourquoi il ne serait pas candidat? Pourquoi il ne serait pas le Lula de la France? Enfin bref, du Daniel Cohn-Bendit dans le texte. On continue avec Brigitte Macron, rien à voir.
théoriquement, encore et toujours en première ligne du gouvernement. On en parlait dans le dernier épisode. Brigitte Macron est-elle vraiment le président de la France, la présidente de la France? Elle continue à être un petit peu de partout. Et là, on a eu droit à un véritable malaise sur lequel je voulais revenir avant qu'on parle de la réforme des retraites. L'épisode va être un peu long. Si tu as prévu d'aller t'épiler les genoux, va falloir reporter un petit peu. Parce que là, c'était dans le Parisien du 12 janvier. Alors, Brigitte Macron a rencontré des lecteurs du Parisien, peut-être les derniers qu'il reste d'ailleurs. Et bon, les lecteurs posent des questions, tu vois, ils ne sont pas journalistes de métier, donc ils font mieux les choses, voilà. et donc, il y a une dame qui pose une question, qui dit « J'ai été victime en classe de 3e de harcèlement sexuel par un adulte de 18 ans. J'ai déposé plainte en juillet dernier, mais il n'a toujours pas été entendu. » Elle pose la question à Brigitte Macron. Oui, alors, voilà, si vous n'êtes pas au courant, alors moi j'ai bien lu tous les journaux. Ce que je vous dis, c'est ce qui est sorti dans les journaux au moment de la campagne présidentielle 2017, quand on nous parlait de la love story entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, qui se seraient rencontrés alors que lui-même n'avait que 14 ou 15 ou 16 ans. Voilà, ça dépend les versions d'un même média qui, selon les articles, ne donnait jamais le même écart d'âge, parce que c'est vrai qu'il faudrait quand même pas trop mettre en lumière le problème de la situation. Brigitte Macron, qui était alors sa prof de théâtre, et donc on t'avait dit c'est la love story, il n'y a pas de problème et tout. Et là, il y a une dame qui raconte ça en fait. Elle est harcelée par un adulte alors qu'elle était mineure, tu vois. Et elle pose la question à Brigitte Macron. Alors, je suis pas en train de te dire qu'elle n'a pas à le faire. Enfin, on peut lui poser plein de questions à Brigitte Macron. Tu vois, par exemple, sur ce café au petit-déj à Emmanuel Macron. On bat les couilles, frère. Tout le monde s'en branle, mais au moins ça, c'est pas pénalement responsable, tu vois. Mais c'est parce que la question a été aussi posée dans le truc du Parisien, c'est pour ça que je te dis ça. Non, parce qu'en plus, Brigitte Macron a un avis sur la question, forcément, tu vois. Et par exemple, sur les numéros verts qui sont disponibles aujourd'hui en France pour les personnes, les mineurs, notamment victimes d'agressions sexuelles ou de harcèlement, Brigitte Macron déclare à ce sujet « Je n'ai aucun pouvoir, mais dès que ça peut aider les enfants, les ados, je pense que je n'ai pas le droit de me taire. » Oui, alors c'est vrai que pour moi, c'est un peu comme demander l'avis de Jeanne d'Arc sur les feux de forêt dans les Landes. Tu vois. Elle n'y est directement pour rien, mais c'est peut-être pas la plus concernée, c'est peut-être pas la plus à même de donner des infos là-dessus. Mais bon, qu'importe. Brigitte Macron, dans cette interview Fleuve, a aussi donné son avis sur le niveau en orthographe. Elle nous dit « Je conseille par exemple d'écrire son journal, 2-3 lignes chaque soir, c'est ce que je fais. » Voilà. Et elle a aussi parlé de l'uniforme à l'école, donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristoune. Voilà, Churchill peut aller se rhabiller. Heureusement qu'on nous met Brigitte Macron au premier plan, parce que c'est vrai que c'est... Et puis ce qui est fou, c'est que même quand elle n'est pas là, on parle d'elle. Gabriel Attal était sur Europe 1, ministre du Budget, c'était le 15 janvier, et il nous dit « c'est une professionnelle de l'éducation nationale ». Je crois que Brigitte Macron, c'est une professionnelle de l'éducation nationale. Moi, je rappelle qu'elle est avant tout professeure. Par ailleurs, elle est très engagée depuis 2017 sur la question de la lutte contre le harcèlement scolaire. Loin de moi l'idée de dire que les membres du gouvernement sont tellement des pompes à vélo qu'Emmanuel Macron envoie sa meuf pour parler, tu vois, qui n'a aucun rôle officiel en France. Il n'y a pas de première dame en France. Non, ça n'existe pas. Voilà. Mais là, on te met Brigitte Macron à toutes les sauces, tu te dis, bon, effectivement, ils sont tellement incompétents au gouvernement que l'autre, il se dit, de toute façon, à ce rythme-là, il va envoyer son Fox Terrier, que ça reviendra au même d'ailleurs. Enfin bref, on continue, vous l'aurez compris, c'est l'autre grand sujet, même le grand sujet du moment, la réforme des retraites. Ça y est, la bagarre commence. Alors, on a fait plusieurs vidéos sur Juste Milieu pour vous parler de tout ça. Vous connaissez ma ligne maintenant, tout ça est du grand spectacle, que ce soit au niveau des oppositions, que ce soit au niveau du gouvernement qui a la Constitution pour lui, pour passer en force quoi qu'il arrive. Si vous n'avez pas regardé, n'hésitez pas à suivre les autres vidéos où je vous explique tout ça, mais... on en parle quand même de ce spectacle, avec toujours la même rengaine. Dès la semaine dernière, je vous disais, le gouvernement fait comme en temps de Covid, c'est-à-dire que le gouvernement est obligé de faire cette réforme, et ceux qui s'y opposent sont des irresponsables, à deux doigts d'être des fascistes, des complotistes, des connards, voilà, plus ou moins. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Et toujours cette logique de responsabilité versus irresponsabilité. C'est Elisabeth Borne, par exemple, qui a appelé à la responsabilité des syndicats. Je vais continuer à m'employer à convaincre. Et puis, pour les syndicats, c'est un appel à la responsabilité. Bien évidemment, il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français. Alors, Elisabeth Borne, le problème, c'est qu'effectivement, elle a l'empathie d'une tringle à rideau, ça c'est une chose. Mais bon, c'est une bonne élève, tu vois. C'est une techno et une bonne élève.
Donc elle est pénible. Elle est pénible, puis de toute façon, au-delà de ce qu'elle a appris, très bien appris dans ses cahiers, elle n'a pas de raisonnement. Elle a la capacité de raisonnement d'un nichon de Nabila. Donc tu vas pas très loin, tu vois. Tu vas plus loin que Nabila elle-même, mais c'est pas le sujet. Et là, tu as un auditeur de France Info, pareil, paraît-il qu'il y en a, qui pose la question à Elisabeth Borne, qui lui pose des questions sur des points de la réforme des retraites qui touchent les gens dans leur quotidien. Alors les gens sont informés, tu vois. Et là, en fait, Elisabeth Borne, c'était pas dans ses fiches. Donc là, erreur système. Parce qu'il va y avoir un effet de ciseau. C'est des gens qui vont voir leur retraite reculer et leur durée d'indemnité chômage réduite. Donc ils vont se retrouver plusieurs mois, voire une année ou deux, sans aucun revenu, aucun. Même pas le RSA, puisque les gens qui sont mariés, qui sont propriétaires, qui ont un peu des économies, devront les dépenser pour survivre. Enfin, On est après 61. Mon projet pour les demandeurs d'emploi dans une situation où on a énormément de tensions sur le marché du travail, c'est de les accompagner pour... Et puis toujours Elisabeth Borne, ça c'était sur France Inter le 14 janvier, elle nous dit ce qui est à la clé, c'est est-ce qu'on veut ou non sauver notre système de retraite par répartition. Enfin, ça peut être considéré comme difficile par une partie des Français de travailler plus longtemps. Je vous dis, ce qui est à la clé, c'est est-ce qu'on veut ou non sauver notre système de retraite par répartition. Donc vous l'aurez compris, toujours ce chantage. C'était la même chose avec le Covid, ce chantage à la responsabilité, ce chantage à la mort, au sauvetage. À l'époque du Covid, on voulait sauver nos anciens. Maintenant, il faut sauver le système des retraites, ce qui revient au même. Donc on voit que c'est lamentable. Le gouvernement n'a qu'un chantage rhétorique pour lui. Si cette réforme était aussi évidente et que les Français étaient aussi chauds à la mettre en place, il n'y aurait pas besoin de ce chantage qu'on fait à un enfant pour lui donner un bonbon. On continue, parce qu'en parlant d'enfants et de bonbons, Aurore Berger, elle était au front le 15 janvier, alors pareil, tu vois. Je pense que le gouvernement, là c'est les dernières cartes. Ils ont envoyé Brigitte Macron, maintenant ils envoient Aurore Berger. Bientôt on va avoir le paillasson de l'Élysée qui sera interviewé en costume. Ouais, j'en ai marre qu'on me marche dessus. Parce que là, quand t'envoies Aurore Berger pour défendre une retraite, une réforme aussi importante, c'est que t'as plus de cartes. Et puis le pire, c'est que voilà, c'était chez le grand jury RTL le 15 janvier. Le pire, c'est que peut-être même sans s'en rendre compte, elle a lâché le morceau, la dame. Très calme, mais très déterminée, cette réforme sera adoptée. Quels que soient les blocages dans la rue exprimés malgré les écoles fermées, cette réforme entrera en vigueur. Ouais, la réforme sera adoptée quoi qu'il arrive. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis plus de 10 jours maintenant. Et Aurore Berger, je pense qu'elle s'en rend même pas compte qu'elle vient de griller la stratégie de com de ses copains. Ouais, c'est pas faux. Et puis, mais bon, elle te dit quand même, on fait tout pour éviter d'avoir recours au 49.3. Voilà. Notamment en ayant recours au 47.1, dont je vous parlais aussi dans une autre vidéo. Allez, j'arrête ma pub, c'est vrai que ça commence à faire chier. Du côté de La République En Marche, plus spécifiquement, et au-delà de tout ça, on a Olivier Dussopt, alors lui pareil, ministre du Travail, qui découvre le système de grève. C'est vrai qu'en Macronie, c'est pas leur truc. C'était sur BFM TV le 13 janvier, il nous dit qu'il y ait des mouvements de grève, c'est logique et c'est un droit, mais il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de blocage du pays. La réforme des retraites est toujours une réforme difficile, donc qu'il y ait des contestations, qu'il y ait des manifestations ou des mouvements de grève, c'est une forme de logique et c'est un droit pour les syndicats, c'est un droit pour les opposants. Il faut juste veiller à ce que ce ne soit pas un blocage du pays, parce que ça ne serait pas responsable. Monsieur Dussopt, une grève où il n'y a pas de blocage extérieur à ceux qui font la grève, ça s'appelle une réunion PowerPoint. Voilà, des gens qui s'enferment dans une salle, qui font chier personne et qui s'occupent tant bien que mal. Voilà. Donc l'intérêt de la grève, l'intérêt ou pas, ça dépend de quel côté on est et si on est d'accord ou pas, c'est qu'à un moment donné, ça déborde sur la marche normale du pays ou de ce qu'il y a autour de la grève. Sinon, ça n'a aucun sens en fait. Mais bon, après, le ministre du Travail, il ne peut pas savoir non plus. On a eu, sinon, sans transition, la poissonnière du gouvernement et encore, je suis médisant avec les poissonnières qui mentent beaucoup moins. Olivia Grégoire, qui continue son sketch. La semaine dernière, je vous parlais de l'affaire de la boulangère de Sarlat. Là, elle revient sur Touche pas mon poste le 13 janvier. Elle est toujours en poste. Je veux dire, elle a menti en direct. C'est une légion d'honneur. Moi, j'ai un message à dire. Pendant qu'il y en a qui font du beurre sur votre dos, beaucoup de politiques, beaucoup d'opposition qui font leur beurre sur votre dos, plutôt que de vous écrire des courriers en vous disant « vous allez mourir ». Moi, je voudrais qu'on vienne vous voir, peu importe sa couleur politique, en vous disant « voilà où sont les aides et comment on vous aide ». Au moment... Et puis sinon, c'est un petit peu comme dans Star Wars, la toute-puissance se transmet de père en fils. Gabriel Attal était sur CNews le 15 janvier et il nous dit « j'ai décidé qu'à partir du 1er juillet prochain, on ne pourra plus verser d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers ». Ce que je souhaite, c'est que tous les groupes politiques puissent apporter des propositions pour ce plan. J'ai déjà pris des mesures ces derniers mois.
Je vous donne un exemple. Vous citiez la fraude sociale. J'ai notamment décidé qu'à partir du 1er juillet prochain, on ne pourra plus verser d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers. Pour ou contre la mesure, c'est pas le sujet, mais cette étrange capacité des membres du gouvernement à dire « j'ai décidé » sur quelque chose dont tout le monde se fout, et par contre, quand leur décision entraîne des conséquences négatives, là, c'est la France, c'est nous, c'est on, tu vois. C'est fou, parce que Gabriel Attal, il a décidé, Enfin, tu sens que c'est un homme qui décide pas grand-chose dans sa vie. Du côté du Rassemblement national, c'est Marine Le Pen qui était sur LCP le 11 janvier pour nous dire « Nous avons fait le choix de ne pas faire d'obstruction, nous combattrons avec les armes que nous donne la démocratie jusqu'au bout s'il le faut. » Nous avons fait le choix de ne pas faire d'obstruction. Voilà, nous ne faisons pas d'obstruction, nous considérons que ce n'est pas un fonctionnement normal de l'Assemblée nationale et en l'espèce, ça ne servira en plus strictement à rien. Voilà, on le sait d'avance que l'annonce de la France insoumise de 75 000 amendements ne servira strictement à rien. Tout cela était évidemment prévisible. Alors, c'est que du génie, une fois de plus, chez Marine Le Pen, alors, qui aujourd'hui, un petit peu, elle vadrouille. Dans la presse, ils ont dit qu'elle va un peu se détourner de l'Assemblée nationale, elle va retrouver une stature présidentielle. Voilà. C'est la communication du Rassemblement national, parce que, bon, alors oui, t'es payé pour être député, mais bon... tu peux te déplacer à droite à gauche, quand même. De toute façon, qui va te dire quoi? Voilà, c'est important. Donc, Marine Le Pen, voilà, qui nous démontre une fois de plus son inutilité complète, parce que c'est précisément ce qu'il faut faire. Obstruction au gouvernement, quelles que soient les méthodes, sans aller sur des méthodes d'extrême violence, bien évidemment, je n'appelle pas à ça, mais si l'opposition ne se sort pas les doigts en expliquant à la fois à leurs électeurs que les voies démocratiques existantes ne suffisent pas et qu'ils n'ont qu'un rôle en fait de suzerain et de soumis dans cette affaire, bon elle va continuer à caresser des chats jusqu'à sa retraite. Elle en aura. Quelle indignité. Du côté des Républicains, les meilleurs amis de nos animaux, le 12 janvier, Éric Ciotti a continué sa danse du ventre. Alors, c'est une demi-surprise que les Républicains se couchent devant la Macronie, parce qu'il reste des Républicains, mais là, c'est officiel. Éric Ciotti qui nous dit cette réforme des retraites est nécessaire, mais elle doit être juste. Et j'ai toujours demandé, j'ai toujours dit que cette réforme était nécessaire, qu'elle était nécessaire pour des questions démographiques, pour des questions budgétaires, pour des questions économiques. Voilà, ce qui ne veut absolument rien dire, sinon que les Républicains vont voter, bien évidemment, la réforme des retraites, à quelques exceptions près, mais il n'y aura pas d'obstruction non plus du côté des Républicains. Toujours Éric Ciotti avec cette polémique sortie par Mediapart le 16 janvier. Ça m'a rendu un petit peu grognon, voilà. On apprenait que la mère d'Éric Ciotti occupe une place dans un hôpital réservé à des soins de courte durée. Du coup, la prise en charge est entièrement assumée par la sécurité sociale avec au moins 500 000 € d'économie pour la famille Ciotti. Alors, on en a parlé dans le Juste Bistrot sur Twitch, c'est notre émission quasiment tous les jours avec les horaires. C'est sur le midi ou en fin de journée, on vous dit tout sur les réseaux sociaux. Je vous mets le petit extrait pour vous donner mon avis. Et puis, sinon, pour assister au Juste Bistrot, rendez-vous sur Twitch. Par contre, ce qui commence à m'embêter gentiment, c'est cette capacité de Mediapart à relever des affaires dont tout le monde se fout. C'est-à-dire que quand le problème numéro 1 de la France, ce sera de savoir la situation médicale de maman Ciotti, alors honnêtement, déjà, moi je serai en vacances à Punta Cana ou à Bourg-la-Reine, j'en sais rien, mais j'aurais plus grand-chose à vous dire, sincèrement. Donc Mediapart, ils sont mignons comme tout, mais on en est où de McKinsey? On en est où des comptes de campagne d'Emmanuel Macron? On en est où de toutes ces affaires-là? Quitte à faire des enquêtes, autant que ce soit sur des affaires qui touchent réellement aux intérêts de la France, à la souveraineté de la France, à tout ça. Alors, je m'étonne déjà de cette capacité de Mediapart à enquêter sur des choses dont on se fout quand même un petit peu, parce qu'il y a eu les costumes de Fillon. Je vous dis pas que c'est pas grave, qu'on soit bien d'accord, mais pendant qu'on parlait des costumes de Fillon, on ne parlait pas d'autres affaires du genre. On ne parlait pas des comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Alors, même si à cette affaire, à ce moment-là, on était au tout début, on ne parlait pas du patrimoine d'Emmanuel Macron, par exemple. Ex-banquier d'affaires chez Rothschild, qui arrive aux élections présidentielles, comme ça, en un claquement de doigts, s'impose. Donc, Mediapart a aussi cette curieuse capacité à soulever des affaires qui vont dans le sens... alors du pouvoir en place au moment des costumes de Fillon, du pouvoir qui allait être en place, mais cette capacité à soulever des affaires qui, à mon sens, ne sont pas les priorités, encore moins maintenant. Fillon, pourquoi pas, mais vraiment maintenant, je trouve pas. Et à pas forcément se concentrer sur les vrais sujets. Et puis,
Deuxième point, sur lequel quand même, et je vois même des amis, des camarades de la sphère, on va dire, des gens qui sont assez proches sur la ligne d'habitude, je trouve ça intéressant et curieux que pendant 2 ans, on se soit battu contre la rupture du secret médical qui était faite aux personnes non vaccinées et compagnie. Et là, on étale la situation d'une dame qui est paralysée à la suite d'un AVC, et ça dérange personne, en fait. Ces faits-là ne sont pas graves parce qu'ils touchent à la masse. À partir de 1, c'est grave. Pourquoi la situation de Madame Ciotti, elle est étalée comme ça dans la presse? Le secret médical, on en fait quoi, en fait? Donc, si on veut être cohérent, si on s'est battu pour le respect du secret médical, pour le respect de la charte de Nuremberg, du serment d'Hippocrate, si on s'est battu pour tout ça en période de Covid-19, c'est pas pour qu'au moment où ça touche une sorte de méchant d'Austin Powers, enfin la maman du méchant d'Austin Powers, à savoir Éric Ciotti, là on ferme les yeux et on dit c'est formidable. Du côté de la France Insoumise, c'est toujours le bordel. La France Insoumise qui est devenue un petit peu notre Koh-Lanta politique du moment. Le 11 janvier, Adrien Quatennens est revenu à l'Assemblée nationale, alors contre son parti, contre en tout cas beaucoup de représentants de son parti qui s'y étaient opposés, contre l'opinion publique de manière générale, contre la décence, enfin qu'importe, Adrien Quatennens est de retour. Alors toujours, Aurore Berger, bon alors pareil, c'est à regretter Marlène Schiappa. Voilà, j'en arrive à peu près à là. Aurore Berger qui a déclaré à ce sujet qu'elle souhaite la création, je cite, d'une peine d'inéligibilité pour des faits de violence conjugale. Voilà. Raison pour laquelle, avec Sacha Houlié, président de la commission des lois, et l'ensemble des députés du groupe Renaissance, nous déposons ce jour une proposition de loi qui vient compléter le dispositif que nous avions adopté en 2017 pour créer une peine complémentaire d'inéligibilité pour celles et ceux qui auront été condamnés pour des faits de violence conjugale ou de violence intrafamiliale. Mais seulement ça, parce que si tu fais de l'inéligibilité pour des peines tout court, la République En Marche, ils sont 3 derrière. Voilà, donc il faut faire attention, parce qu'elle, parmi ses copains, elle a Damien Abad, elle a des gens comme ça, tu vois, Thierry Solaire. Donc non, faut pas... Voilà, c'est vraiment des trucs précis. En fait, il faut des peines d'inéligibilité pour des faits de l'opposition. Voilà, la République En Marche, c'est bon. Le 10 janvier, on avait Mathilde Panot qui était sur France Info, une séquence un peu sympa que j'ai failli vous mettre dans les pépites de la semaine avec Mathilde Panot qui pointe du doigt les millionnaires en France et Marc Fauvel, là le journaliste qui j'avoue qu'il l'a un petit peu mouché, ça fait plaisir. Millionnaires change quelque chose à leur position sur les retraites? Comment? Le fait qu'ils soient millionnaires change quelque chose à leur position? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Jean-Luc Mélenchon est millionnaire. Non, mais dans son patrimoine, dans sa déclaration. On vote en fonction de son patrimoine. Non, on ne vote pas par rapport à son... On ne peut pas avoir une conscience politique qui va Alors au-delà de l'argent vous trouvez que ce n'est pas un hasard que, par exemple, la première mesure d'Emmanuel Macron en 2017, ça a été de supprimer l'impôt de solidarité sur la... Et aussi, autre séquence, toujours Mathilde Panot au sujet de l'élection de Manuel Bompard à la tête de la France Insoumise, une élection à l'unanimité mais sans vote. Alors là encore, petite séquence canoë-kayak de Mathilde Panot qui rame complet. Désignation à l'unanimité et sans vote. C'est quoi une désignation à l'unanimité et sans vote? Ça se passe comment? Alors, c'est dans le cadre de la coordination des espaces. Donc, la coordination des espaces, ce sont 21 personnes qui sont issues des espaces, donc avec des espaces qui ont décidé. Alors, pour donner des exemples très concrets de ce que sont ces espaces, vous avez par exemple des espaces de développement du mouvement partout dans le pays. Le 12 janvier, c'était le grand Manitou de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui était sur France 2 pour une grande interview. Voilà, l'événement. Ça a été questionné sur plein de choses, notamment sur Marine Le Pen. Il a dit une table ou une chaise aurait été élue contre Marine Le Pen. Le président ne voulait débattre avec personne. On a eu un deuxième tour complètement pipeau parce que, une table ou une chaise serait élue en face de Madame Le Pen. Regarde, ça c'est au sujet du second tour, des présidentielles. Par contre, il faudrait quand même rappeler à M. Mélenchon qu'il a perdu contre la table ou la chaise. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on ose trouver de comparaison par rapport à lui, mais c'est pas le sujet. Qu'est-ce que c'est que ce bitch ? Et c'est vrai que pendant que la France Insoumise se déchire, pendant que le futur du parti est vraiment en question, pendant que Jean-Luc Mélenchon, petit à petit, se transforme en papy-zinzin insoumis, il y en a qui font le boulot. Et voilà, ça c'est important de le rappeler parce que souvent on me dit « Ouais Rémi, tu tapes sur la France Insoumise et tout ». Alors bon, déjà... pas que moi qui tape chez eux, mais il y en a qui font le boulot. Et c'est important de le rappeler. Je pense notamment à Clémence Guettet, qui a mis une volée à Aurore Berger, décidément. C'était le 8 janvier dans l'émission C'est politique au sujet de la réforme des retraites. Et je voulais absolument lui tirer mon chapeau parce que pendant que ses copains s'engueulent, heureusement qu'il y en a qui continuent. Et puis sinon, du côté d'Europe Écologie Les Verts, la nouvelle présidente Marine Tondelier qui a déjà fait parler d'elle. Je sens qu'il y a du très très haut niveau.
Elle nous a dit ceci, hein, c'était pas plus tard que le 17 janvier au sujet des milliardaires. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire? Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire? On nous répond ruissellement, c'est faux. On nous répond, il crée de l'emploi. Non, celles et ceux qui les créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail. Donc là, très gros match avec Sandrine Rousseau. On sent hein, que Marine Tondelier veut lui voler le maillot jaune de la connerie, mais quand même, Sandrine Rousseau, voilà, c'est ce qu'elle fait. C'est une professionnelle, elle était sur LCI le 17 janvier, elle nous a dit... Hein, alors, pour le coup, ça j'ai trouvé intéressant, ça, il faut quand même le souligner quand tout se passe normalement. Elle a dit, nous devrions passer à 32 heures par semaine, une semaine de 4 jours, comme c'est expérimenté en Espagne. Je pense que nous devrions passer à 32 heures par semaine, une semaine de 4 jours, ce qui nous permettrait à la fois de ralentir cette espèce de course au productivisme que nous voyons actuellement dans cette réforme des retraites, mais que nous avons vu avec le chômage. Et là, je me suis dit, voilà, bon... C'est vrai qu'on tire souvent sur l'ambulance au sujet de Sandrine Rousseau. Ça fait du bien, voilà, aussi de souligner quand... tu vois, je suis un humaniste. Donc là, en l'occurrence, c'est intéressant. Bon, derrière, elle a eu une rechute. Voilà, c'est le problème. Voilà, c'est toujours... parce que dire un truc intelligent, il faut que ce soit équilibré. Donc derrière, une connerie. Elle a dit, plus on travaille, plus on émet du carbone. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et qu'en fait, la réduction du temps de travail est une mesure écologique. Voilà, donc c'est la réduction ad Greta Thunberg, c'est-à-dire que tout doit se lier à l'écologie. Comme ça, tu évacues les débats. Tu vois. Voilà, on écrase les chats sur la route. Oui, mais en même temps, les voitures, ça pollue. Ah ben, on annule les voitures. Enfin bref, on va finir que du plaisir, les amis, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et en plus, il y en a 3. C'est peut-être déjà la vidéo la plus gênante de 2023, les vœux de Damien Abad, hein, dans un contexte, vous allez voir, l'image déjà est gênante, le monsieur est gênant, hein, lui qui a été accusé de viol à multiples reprises, on attend d'ailleurs hein, la décision de l'instance juridique, si un jour il y en a une, et ce monsieur qui déclare quand même la vérité finira toujours par triompher, c'est bien ce qu'on espère. Pour 2023, je souhaite que ce soit l'année de la vérité et de la justice. Face aux accusations ignobles, infamantes et mensongères, la vérité finira toujours par triompher. Toujours dans la catégorie escroc poids lourd, c'est Christian Estrosi qui nous a fait des vœux hein, le 12 janvier du côté de Nice pour l'ouverture de l'opération Piège jaune. Bon, il s'est pris pour un poète. Voilà, hein, il est meilleur en magouille qu'en poésie, visiblement. Notre pays, l'humanité, la société, les hommes et les n'importe femmes quoi. qui s'ouvrent et savent s'ouvrir vers les autres ont besoin d'hommes et de femmes tels que vous pour qu'il y ait toujours plus de liens, qu'il y ait toujours plus de respect, plus de dignité. Et puis enfin, celle-là, je pense qu'on a déjà la pépite de l'année, en vérité, Bruno Le Maire sur BFM TV le 16 janvier, hein, à qui on pose la question, alors qu'est-ce que ça fait d'être le ministre le plus populaire du gouvernement ? Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez le ministre le plus populaire du gouvernement ? Mais je pense que ça n'a absolument rien à voir et vraiment très sincèrement, j'en ai absolument rien à faire. Ça n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que effectivement, les aides fonctionnent. Donc voilà les amis, un épisode dense, riche, nourri, et je peux vous dire que c'est pas fini dans les semaines qui arrivent. Hein. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir, donnez votre avis en commentaire, c'est très précieux pour moi pour améliorer l'émission, savoir si c'est trop long, trop court. Enfin voilà, vous dites je m'exécute. En attendant, n'hésitez pas si vous le souhaitez à découvrir les autres vidéos juste milieu. Ça, on aime, on apprécie. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner, c'est par là. Et puis moi, je vous embrasse.